Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui est venue nous parler d'elle, de son parcours et de ce qu'elle propose en tant que thérapeute. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Alors Virginie, aujourd'hui, on va traverser un peu ton histoire de vie et aller vers la grande thématique de l'hypersensibilité, qui est une des thématiques centrales de tes accompagnements, pour un peu mieux te connaître et connaître ce que tu proposes à tes clients, aux personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Pour commencer, je te propose de te présenter en tant que thérapeute. Qui es-tu? Que fais-tu en tant que thérapeute aujourd'hui? Alors, je suis gestalt praticienne, ventrologue ou éthiopsychologue et praticienne MLC. J'ai choisi des pratiques pour aider les gens à mettre du sens dans leur vie et toujours des pratiques en lien avec le corps qui permettent d'aller vraiment mettre du sens dans ce qui est vécu dans le corps. Et on reviendra d'ailleurs sur ces pratiques et justement sur les, les bénéfices de ce que tu proposes un peu plus tard dans l'interview. Alors, moi, j'ai envie de commencer cette interview par un peu mieux te connaître, aller voir qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être la praticienne, la thérapeute que tu es, aller mieux connaître ton parcours, ton histoire de vie. Alors, comment tu peux un peu nous raconter ce parcours? Comment est-ce que ton parcours a commencé, hein? Par quoi tu as commencé ce parcours thérapeutique? Eh bien, c'était un moment de ma vie où je me questionnais sur mon avenir professionnel et j'avais envie d'en changer, j'avais envie de faire autre chose, mais voilà, j'avais choisi le métier de coiffeuse comme ma mère Mm. et, euh, et je ne me sentais plus vraiment à ma place. J'aimais mieux le côté discussion avec mes clients que vraiment le côté créatif me plaisait bien, mais c'était vraiment le côté soutien et entraide qu'on pouvait s'amener dans la discussion qui me plaisait et de dire, ben voilà, les gens, ils rentrent, ils sont pas bien et ils ressortent, ils sont bien. Donc, Ouais. c'était vraiment ce côté-là que j'aimais dans la coiffure et je me suis rendu compte que, après avoir fait quelques cours dans des médecines naturelles, que ben, je pouvais amener quelque chose de différent à travers vraiment la thérapie et c'est là où je me suis commencé à me former dans différentes pratiques. Les premières pratiques d'ailleurs dont je me suis formée, je les pratique quasi plus aujourd'hui, mais ça a été le déclencheur en fait. Hmm. C'était quand ce déclencheur, plus ou moins, tu te souviens? Ça date d'en tout cas 20-25 ans, Ah ouais. je sais pas, je pense, je sais plus exactement. Mais voilà, ça a été le premier déclencheur. Puis après, ben, j'ai mis long à faire la transition parce que ben, lâcher la sécurité finalement d'un job qui marche bien, même si ça te plaît plus vraiment ou si tu es appelé ailleurs, c'est difficile. Oui. Et ben, ça m'a pris du temps en fait. Et ce qui m'a ramené, et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui beaucoup avec le corps, c'est le corps en fait. À un moment donné, le corps, il m'a dit, enfin, il m'a pas dit, mais il m'a fait comprendre à travers des douleurs, à travers une impossibilité à travailler, de me faire dire non, c'est plus là ta place. Hmm. Donc, Donc c'est là où j'ai entamé vraiment la transition. ouais, je me souviens que tu m'avais raconté justement que toi qui étais coiffeuse, hein, tu devais forcément avoir les bras levés et finalement, ces douleurs, elles sont venues dans les bras. Donc finalement, cette impossibilité à un moment de pratiquer ton activité de coiffeuse. Oui, ben, j'arrivais plus à lever les bras plus que tant et j'avais énormément de douleurs. Donc là, je me suis dit non, il y a quand même quelque chose. Ça a été mon premier dialogue avec mon corps. Enfin non, je pense qu'il y en a eu d'autres avant, mais voilà. Et c'était une des premières pistes où je me suis dit, bon, mon corps, il me parle et il faut que je l'écoute. Hmm. Et comment tu as fait alors? Comment tu as continué? Comment tu l'as écouté? Parce que il y a toujours ce moment, un peu, on dit déclic ou voilà, si tu veux pas entendre Virginie, ben, je viens de te le dire un peu plus fort. Mais après, de prendre des décisions, c'est encore une autre étape. Oui.
bah, c'était déjà dans la phase de décision hein, voilà, mais où j'avais demandé, moi j'appelle ça aussi à mes guides ou à l'univers, de me parler, de me dire ce que je devais faire. Et finalement, ça s'est traduit dans mon corps, tu vois. Ça Ouais. s'est traduit dans mon corps à travers des douleurs. Donc ça a été clair de me dire, ouais, non, si je peux pas lever les bras, clairement, je peux plus faire de coiffure. Donc, et c'est-à-dire que je dois faire autre chose. Mais j'étais déjà en train de me questionner comment j'allais articuler la thérapie, comment j'allais faire ça. Et du coup, en fait, je l'ai fait peut-être un peu brusquement Oui. à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai arrêté la coiffure concrètement, puis je me suis lancée en thérapie et j'étais peut-être pas très bien accompagnée à l'époque, Mm. dans le sens où j'imaginais que les gens allaient me suivre en thérapie alors qu'ils venaient chez moi pour la coiffure et pas pour la thérapie. Donc voilà, au début, ça a été laborieux Mm. de commencer et débuter dans la thérapie. Puis après, Et, j'ai fait d'autres formations et j'ai trouvé vraiment mon axe ouais. et ma spécificité, je dirais. Et je me souviens quand on a échangé ensemble sur ton parcours, que l'hypersensibilité, ça a vraiment été aussi un moment clé dans ce changement, dans cette transformation, dans cette connaissance de toi et aujourd'hui dans ce que tu peux amener aux personnes que tu accompagnes. Oui, alors j'ai toujours été sensible et très sensible, mais je ne savais pas ce que c'était. Mm. Tu vois, c'est à force de faire du travail sur moi et un jour, quand on m'a parlé de cette hypersensibilité ou que j'ai découvert ça à travers des lectures, je sais plus, que je me suis dit, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à mieux comprendre comment je fonctionnais, à mieux pouvoir interagir avec qui je suis, en fait, Ouais. avec cette spécificité-là, qui est à la fois un don, Mm. qui est génial pour travailler dans ce que je fais, parce que ben, ça me donne une empathie et une sensibilité particulière à ce que les gens nomment. Et voilà, même s'ils ne nomment pas, je peux sentir qu'il y a quelque chose. Donc, ça amène quelque chose de différent dans la relation thérapeutique que j'apprécie énormément. Et en même temps, bah, je me rends compte, à force de recevoir des clients, que la plupart de mes clients ont aussi cette spécificité. Donc voilà, c'est devenu vraiment quelque chose où je me dis non, les gens que je dois accompagner, c'est ces gens-là à trouver aussi cet équilibre avec eux-mêmes, à voir cette hypersensibilité comme un don et non comme une charge, parce que Mm. quand on n'arrive pas, quand on ne le comprend pas ou quand on le vit négativement, c'est difficile. Ça devient un poids et souvent ce que je perçois chez ces gens, c'est ce côté à se renfermer sur eux-mêmes, à essayer de plus ressentir et partir donc dans des dérives vers la déprime ou vers des comportements qui sont nocifs en fait pour eux et envers eux-mêmes. Mm. Oui, je me souviens que tu m'avais parlé spécialement de tout ce côté suradaptation, finalement assez inconsciente, hein, parce que on le sait pas forcément qu'on est hypersensible. Non, ouais, ça c'est vraiment une des facultés les plus grandes de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que ben, l'hypersensible, comme il va sentir l'atmosphère, s'il sent une tension, il va assez vite vouloir quelque part s'adapter pour faire en sorte que ça joue. Et c'est naturel chez lui, il a un côté un peu caméléon. Ouais. Donc il ne le fait pas consciemment, c'est vraiment intuitif et quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vouloir faire en sorte que ça aille. Et du coup, il a cette faculté de vraiment toujours essayer de faire en sorte que l'atmosphère autour de lui soit bénéfique. Et du coup, il fera des choses qui sont pas vraiment justes pour lui, mais qui vont amener à s'adapter aux autres et à d'autres personnes. Et, voilà. Mm. Et va s'oublier souvent dans les relations. Ouais. Et aujourd'hui, hein, toi, tu as remarqué que
tu avais toi-même cette hypersensibilité et que la majorité des personnes qui venaient te trouver étaient dans cette suradaptation, ce côté hypersensible, sensible. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, que cette hypersensibilité, hein, ça pouvait devenir une force, je ne sais plus comment tu l'as exprimé, un super pouvoir, je ne me rappelle plus Ah du mot donc, que tu as dit, un don. Et je trouve ça vraiment très beau. Parce que, comme tu l'as dit souvent, la personne hypersensible, de un, au départ, elle ne se rend pas compte qu'elle a cette hypersensibilité. Et de deux, on lui a plutôt fait toujours comprendre que, elle était trop émotive, trop colérique, trop spéciale, trop différente, etc. Et tout à coup, là, il y a cet éclairage que tu amènes d'en voir un don de cette hypersensibilité. oui, parce que ça l'est, concrètement. Maintenant, c'est vrai que quand c'est pas conscient, même à la limite, quand la personne comprend qu'elle est hypersensible, bon, bah, voilà pourquoi je suis comme ça et réagis comme ça lui donne du... Voilà, elle comprend un petit peu, ça lui donne un petit peu plus d'explication. Mais après, de pouvoir passer à l'étape suivante où elle le perçoit comme un don, c'est encore autre chose. Voilà. De mettre une étiquette dessus, ça suffit pas. C'est aussi bien de savoir comment faire pour déjouer, en fait, on va dire, les travers de notre personnalité ou de notre don. Ouais, On peut le prendre comme un don ou comme un poids. Et puis, ben, tant qu'on n'est pas en accord avec qui on est, ben, on le vit comme un poids, en fait. Et exact. vraiment, ce côté, pour moi, c'est vraiment d'aller expliquer, enfin pas expliquer, mais faire comprendre à la personne pourquoi elle réagit comme ça, ce qui se passe chez elle par rapport à chez les autres, et de pouvoir, vraiment, moi, je nomme ça faire résilience avec elle pour qu'elle puisse s'accepter comme ça, elle-même déjà. Parce que Mhm. souvent, elle attend cette acceptation de l'extérieur. Et elle va voilà, être souvent déçue. Mhm. Donc déjà de s'accepter elle dans ça et d'arrêter d'attendre de l'autre qu'on lui donne cette reconnaissance. Ou la même chose, parce que souvent c'est ça qu'ils attendent, les hypersensibles. Et alors justement, comment toi, en tant que professionnel, tu accompagnes ces personnes hypersensibles à à prendre conscience de tout cela, à prendre conscience de ce don et à pouvoir en faire justement une force, à sortir de ces schémas dans lesquels elle est bloquée. Tu as plusieurs outils, tu les as esquissés tout à l'heure dans l'introduction, la MLC, la ventrologie, la gestalt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et faire aussi ce lien avec le corps que tu as exprimé tout à l'heure? Oui. Alors la gestalt thérapie, c'est une pratique parallèle à la psychologie Mhm. qui va permettre d'aller vraiment en profondeur dans la relation. Souvent, c'est quand on est en relation que l'hypersensibilité peut être souffrante, on va dire, ou lourde ou difficile à porter. Bon, bien sûr que quand on est seul, il y a aussi des travers, mais voilà, c'est vraiment dans la relation qu'on voit ça. Et du coup, ça permet d'aller contempler et mettre en lumière où c'est que ça dérange, où c'est que ça joue pas, et d'aller essayer de modifier les comportements petit à petit en amenant de nouveaux fonctionnements. Ça se fait beaucoup à travers le dialogue, les échanges, et on va faire le lien avec le corps à travers les émotions. Mhm. Là, et à travers aller écouter les sensations, aller écouter ce qui se passe dans le corps, voilà. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Donc, on va amener du lien avec le corps plus à travers là du dialogue et recréer ce lien euh, parce que malgré tout, les hypersensibles ont une tendance à être beaucoup dans leur tête et d'un peu être coupés des sensations corporelles parce que justement, dans cet effet, il y a trop. C'est plus facile de couper un petit peu, tu vois. Donc nous, on ramène gentiment la personne à être en lien avec elle-même et avec ses sensations. Avec la ventrologie et la psychologie, je vais chercher en fait les événements traumatiques de la vie. Alors traumatique, c'est pas toujours des gros traumas, mais malgré tout, quand on est hypersensible, une petite, simplement
une réaction violente ou inappropriée selon l'hypersensibilité qu'on a, peut être déjà traumatisante. Mm. Donc, ça paraît anodin pour d'autres personnes, mais pour nous, ça l'est. Et avec l'éthiopsychologie et l'anthropologie, on va chercher dans le passé les événements qui ont été un peu traumatisants. Et après, on va travailler dans le corps pour modifier la réaction qui s'est produite à l'époque, qui a généré un ancrage et qui fait qu'aujourd'hui, dans la vie, elle est toujours bloquée par rapport à ça. Donc là, on va travailler plutôt sur le deuxième cerveau, le ventre. Mm. C'est pour ça que je l'ai renommé ventrologie. Et avec la MLC, donc, je travaille la globalité du corps. Donc là, c'est vraiment l'accès aux mémoires corporelles. Parce que donc, dans la Gestalt, quand on va questionner, on doit mettre des mots sur ce qu'on ressent dans notre corps. Et parfois, quand on est bien coupé du corps, on ne sait plus mettre des mots sur ce qu'on ressent dans notre corps. Et l'idée de la MLC, c'est vraiment de laisser la place au corps et d'aller juste prendre le temps d'écouter, de ressentir ce qui se passe. Et on vit des petits mouvements simples qui permettent d'aller vraiment dans la profondeur du corps et ressentir ce qu'il y a, ou peut-être aller ouvrir certaines choses qui sont bloquées dans le corps. La méthode de libération des cuirasses, c'est Marie-Lise Labonté qui l'a créée il y a des années. Et les cuirasses sont vraiment des mécanismes de protection. Donc tous nos comportements de vie sont de toute manière des mécanismes à un moment donné de protection ou adaptatifs par rapport à notre vécu. Et puis de les questionner s'ils sont toujours adaptés aujourd'hui, moi je trouve très pertinent. Et d'aller transformer ce qui peut être transformé au rythme où on arrive à le transformer. Mm. Parce que l'hypersensible peut avoir un rythme euh, soit très rapide, soit très lent. Ça dépend de ce qui se passe dans sa vie. S'il y a beaucoup de choses, il aura besoin de temps pour un peu faire les démarches et avancer. Et il va avoir aussi besoin souvent de plus de temps pour digérer les événements traumatiques qu'une autre personne. Mm. Et comment est-ce que ces trois pratiques se complètent dans ta manière d'accompagner? Alors, ça dépend de la demande de la personne. Souvent, je vais proposer plus une ou une autre des thérapies. Euh, je suggère souvent quand même d'associer la MLC parce que selon moi, d'aller travailler le corps est super important. Mm. Donc, peu importe quelle pratique, ou alors de faire du massage à côté ou de faire autre chose à côté pour aller dans le corps et permettre d'aller modifier les choses dans le corps. Voilà, pour moi, c'est hyper important de donner cet ancrage au corps et ce côté voilà, où on s'occupe du corps. Donc, je ne vais pas forcément les mélanger dans la séance, mais, euh, mais voilà, je peux proposer des ateliers ou d'autres choses à côté ou de joindre un groupe où on fait de la MLC pour aider. Mais sinon, en fonction de ce que je peux percevoir chez la personne et son besoin, que je vais suggérer différentes pratiques. Mm. Selon un programme personnalisé selon les cas de figure et puis aussi l'avancement de la personne dans son Oui, accompagnement. voilà. Si je vois qu'elle a déjà bien avancé, mais qu'il reste des petits blocages, ben, j'ai plutôt lui proposer de l'éthio. Si je vois qu'il y a besoin d'un travail de fond, j'ai plutôt lui proposer de la gestalt. Voilà. La MLC, pour moi, est un outil d'accompagnement des deux autres. C'est rare que je fasse vraiment que de la MLC. Mm. Voilà, c'est aller brasser un peu le corps, tu vois, faire remonter les choses. Mais quand il y a des choses qui remontent, il faut que je les accompagne derrière. Et c'est pour ça que j'ai d'autres outils pour accompagner derrière. Ouais. Mais je trouve aussi important d'aller faire remonter dans le corps ce qui a besoin d'être évacué. Mm. Et si on revient justement à cette part d'hypersensibilité en complément à tous tes pratiques et tes outils professionnels, comment cette hypersensibilité que toi tu as, c'est devenu aussi un atout de tes accompagnements? Ben, pour moi, c'est un atout parce que même si la personne ne dit pas certaines choses, je perçois qu'il y a quelque chose qui joue pas. Euh,
D'ailleurs, souvent je le nomme. Mm. Ça m'arrive des fois de voir des gens qui retiennent les pleurs. Alors je sens que ça monte aussi chez moi. Alors des fois je leur dis, ce serait bien que vous pleurez, comme ça c'est moi qui pleure pas. Donc c'est vraiment d'aller nommer que je peux sentir qu'il y a quelque chose et que aussi d'être dans cette empathie, de dire mais c'est OK si vous n'êtes pas prête à le dire ou autre. Et puis dans cette hypersensibilité, d'être vraiment... Il y a pour moi dans l'hypersensible cette compréhension de l'autre sans qu'il ait besoin forcément de nommer les choses. Et Mm. dans cet accueil de l'autre comme il est. Alors, je sais pas si c'est à travers les pratiques que je fais que ça m'a amené ça, mais en tout cas, dans mon hypersensibilité, moi, je fonctionne comme ça. J'arrive à me mettre à la place de l'autre et à sentir comme il est, et d'accepter que ça soit comme ça pour l'autre. Mm. Ouais. Et ça m'amène à ma prochaine question sur justement toute ta posture en tant que thérapeute. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans cette posture de professionnel? Moi, j'aime amener les gens à mettre du sens dans ce qu'ils sont en train de vivre. Mm. C'est vraiment aller mettre de la lumière, de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Souvent, tout à coup, c'est comme si, quand ils ont compris, c'est comme s'il y avait même plus besoin de rien faire parce que quand ils ont compris, parfois ça suffit. D'autres fois, il faut quand même aussi aider le corps à passer à autre chose. Mais voilà, tout à coup, il y a comme si rien que le fait d'avoir compris, c'est comme s'ils allaient trouver le trou de la clé puis qu'ils peuvent ouvrir la porte tout seuls. Ouais. Et puis, je nommais hier une amie c'était une ancienne cliente qui est devenue une amie, et je lui disais, bah, tu vois, euh, c'est beau de voir les gens que tu as accompagnés qui tout à coup ont pu transcender ce qu'ils étaient, ont pu transformer ce qui était un poids avant et qui puissent devenir eux-mêmes. Ils Ouais. puissent tout à coup se déployer et vraiment rayonner qui ils sont. Donc vraiment, c'est ça un petit peu ce que j'aime, c'est voir les transformations chez les gens, voir que tout à coup, ils arrivent à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et ça, c'est très... voilà, ça m'a même beaucoup de joie et de gratitude de voir que, waouh, j'ai participé à l'éclosion de l'œuf. Ah oui, c'est une belle image. Et justement, qui sont ces personnes que toi tu accompagnes le plus souvent? Quelles sont leurs problématiques? Alors, dans les problématiques récurrentes, ben, il y a cette difficulté à trouver leur place, à se sentir bien avec eux-mêmes. Il y a tout ce qui est déprime, angoisse, burn-out. J'ai beaucoup de typologies, anxiété, angoisse aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu tous les tenants, les aboutissants, mais finalement, les gens qui se sentent pas bien dans leur vie et voilà, où il y a des choses qui leur conviennent pas, alors ça amène à des différentes pathologies finalement, tu vois. Bien sûr que la déprime et le burn-out, bah, c'en est un, mais bah, certains qui sont pas bien vont générer des angoisses, d'autres, voilà, des peurs. Mais finalement, c'est ce mal-être de vie finalement qui ressort chez tout le monde. Il y a comme quelque chose où la vie, elle est plus satisfaisante comme elle est, mais qu'il y a comme une incapacité à pouvoir fonctionner différemment, ou en tout cas à trouver le moyen de fonctionner différemment. Et Mm. là, ben, j'aime bien dire que les pratiques que j'ai et qui je suis permettent d'aller voir comment autrement ça pourrait se vivre et comment on pourrait faire différemment. Mm. Est-ce que tu aurais un exemple d'une situation qui t'a spécialement, toi, parlé en tant que professionnel, d'une personne que tu as accompagnée, et j'ai envie de dire de cet avant-après ou de cette éclosion dont tu parlais? Oui, alors là, bah, dernièrement, alors j'ai plusieurs exemples, hein. En MLC, par exemple, il y a une dame une fois qui nommait à la fin du cours que c'était la première fois qu'elle se sentait belle. Mm. Parce qu'elle, j'avais fait un mouvement où on travaillait sur le visage et tout, et il devait masser leur visage, et elle a dit, mais
je me suis trouvée belle pour la première fois. Donc, je trouvais beau qu'elle ait pu ressentir qu'en fait, d'elle-même, à elle-même, qu'elle est belle. Et Mm. pas qu'elle ait besoin d'une validation extérieure. Ça, c'est en état. Après, par exemple, sur une typologie d'une personne justement angoissée, anxieuse, euh, qui osait presque plus rien faire, plus faire de sport parce que elle avait trop peur que si son rythme s'accélère, c'était qu'elle faisait de nouveau une crise d'angoisse, voilà. Et, et de voir que tout à coup, elle me nomme, que tiens, bah, je suis allée me promener, j'ai recommencé le sport. Voilà, pour moi, c'est de me dire, mais voilà, faire des choses simples de la vie qui étaient devenues difficiles, et puis qu'elle peut de nouveau y accéder et que c'est pas compliqué, que ça redevient quelque chose de normal pour elle. Et ça, c'est pour moi, c'est voilà, des grandes satisfactions de me dire, bah, elle peut revivre normalement. Hmm. Ouais, c'est des belles, beaux exemples, des belles histoires justement, de pouvoir se retrouver, aller chercher cette validation à l'intérieur, cette confiance que tu amènes. Je me souviens quand on a échangé ensemble, qu'on a discuté du fait que c'est important de continuer, de toujours continuer à travailler, que c'est pas parce que ça va mieux ou que, comme tu dis, on a passé une étape qu'il faut s'arrêter. Oui, et pour moi, c'est un petit peu comme les couches de l'oignon. Bien sûr qu'il y a des couches un peu plus épaisses qui sont plus dures. Alors des fois, on a tendance à se dire, ah bah, je vais lâcher ça, c'est bon. Et après, on va se rendre compte dans le courant de la vie que, ah non, il y a autre chose. Voilà. Et du coup, l'idée de continuer à travailler sur soi ou de rester en thérapie, c'est vraiment d'aller de plus en plus dans la profondeur, d'aller vraiment chercher à enlever le plus de choses négatives possible. Bien sûr qu'on vient avec un objectif en thérapie. On arrive avec une idée de ça, j'en veux plus. Et c'est OK. Alors souvent, on va le retirer, la personne va mieux et elle se dit, bon, bah, c'est super, je vais mieux, j'arrête. Puis l'inconvénient, bah, c'est qu'il y a d'autres choses qui pourraient être nettoyées, dont elle n'a pas toujours conscience sur le moment. Moi, je dis toujours aux gens, vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais si tout à coup ça redevient difficile, pensez à revenir. Mm. Mais voilà, d'avoir déjà amené à lâcher cette fameuse couche qui était épaisse, c'est bien. Mais après, c'est aussi de continuer dans ce cheminement pour continuer à se développer et continuer à pouvoir être qui on est dans toutes les situations. Parce qu'il y a d'autres situations qui vont se présenter, qui vont faire remonter d'autres choses. Et voilà. Donc l'idée de la continuité, pour moi, est hyper importante aujourd'hui. Peut-être que je l'apercevais moins au début de ma pratique, où j'avais plutôt une tendance à dire, voilà, on a réglé le problème, c'est bon. Et aujourd'hui, je vois la pertinence d'un suivi, en fait. Mm. D'un suivi perpétuel, parce que finalement, dans la vie, on est toujours confronté à des choses qui vont pas et on peut toujours euh, se réguler et s'amener. Alors, on arrivera de plus en plus à se réguler seul, mais voilà, on peut aller plus loin et on peut amener d'autres choses et une autre vision en continuant une thérapie. Mhm. C'est vrai que ça, c'est je dis, la richesse de l'être humain, c'est que finalement, on n'arrête jamais de travailler sur nous, à l'image de ces couches d'oignons qu'on enlève, qu'on enlève, qu'on enlève. Mais effectivement, il y a toujours de nouvelles choses qui se révèlent. Des fois, ça peut être un peu rageant dans le parcours du développement. Et également, bah, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des moments où, ok, je vais bien, tout se passe bien, et il y en a d'autres bah, où on vit des émotions, des challenges, des difficultés, des changements. Et ça fait vraiment partie du chemin de chacun. Et c'est pour ça que c'est important sur ce chemin, bah, à certains moments, de réajuster, de continuer à avancer, d'aller peut-être retravailler sur certaines choses qui vont un pas plus loin d'une fois qu'on a identifié d'autres schémas qui remontent. Mhm. Ce qu'on appelle aussi la spirale d'évolution, c'est-à-dire que tu travailles une couche, après tu retravailles une deuxième couche, puis une troisième couche, puis tu peux toujours aller plus loin, même en travaillant sur le même sujet. Ouais. Parce que finalement, bah,
élaguer un peu la première fois, puis la deuxième fois, quand tu reviens dans le même sujet, ben voilà, tu vas un peu plus loin, tu découvres d'autres spécificités, d'autres petites particularités, puis la fois suivante encore et encore. Donc même en travaillant un même sujet, chaque fois, tu peux aller ouvrir encore un peu plus la conscience, encore un peu plus la connexion à d'autres choses. Et ça amène vraiment une finesse et une compréhension beaucoup plus profonde dans les choses. Et moi, je dis, on arrête de travailler sur soi, c'est le jour où on est entre quatre planches puis qu'on est mort. Pour moi, c'est un peu la vision que j'ai. Mhm. Voilà, c'est normal parce que la vie va nous amener en fait les situations pour que qu'on puisse continuer à se développer. Alors soit on les voit euh, comme des choses négatives que la vie nous amène, soit on se voit comme une opportunité d'évoluer. Moi, je choisis de le voir comme des opportunités d'évolution. Ouais. Voilà. Et justement, parce que je vais peut-être révéler un secret que d'autres personnes n'en sont pas encore, non, non pas encore, mais quand on est, même quand on est thérapeute, on vit à ces moments-là, justement, on continue de travailler sur soi, on continue d'évoluer. Toi, Virginie, c'est quoi tes ressources? Comment tu fais pour continuer à avancer, pour te recentrer, pour te reconnecter à toi, pour dépasser? Certaines épreuves, certains moments plus inconfortables dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi tes ressources? Alors, moi, je suis suivie donc en Gestalt aussi. Ça a été aussi un moment très important de mon parcours, où de me rendre compte que, bah non, en fait, un suivi régulier, et j'aurais tendance à dire dans une même direction, c'est important parce qu'avant, je faisais un petit peu du je prenais par-ci par-là. Alors, je continue de le faire à côté du je prends par-ci par-là, mais d'avoir quelque chose de stable au fond, ça m'a beaucoup aidé en fait. D'avoir aussi ce continuum, cette continuité avec une même personne qui finalement te connaît de plus en plus, ça amène un vrai ancrage à l'intérieur. Après, j'ai des ressources ponctuelles, enfin régulières, que je mets dans mon quotidien, telles que les méditations, la cohérence cardiaque. J'ai bien sûr les ressources aussi, les balades. Je suis très connectée aux animaux et à la nature, donc j'ai besoin d'aller me ressourcer. J'ai un chien, je promène. Voilà, il y a toutes ces ressources-là du quotidien. Et puis, comme je dis, je continue le papillonnage quand je sens que j'ai un besoin spécifique. Ben voilà, je vais aller un petit peu fonctionner à l'instinct ou à l'intuition. Me dire, tiens, voilà, j'entends parler de quelque chose, je me dis, tiens, j'irai bien. Et des fois, je me dis, j'irai bien, puis je prends pas rendez-vous, sauf qu'à un moment donné, tout à coup, je repense à ça et hop, et j'y retourne. Il y a ce côté où je suis très à l'écoute de l'intuition et du ressenti, c'est-à-dire que je me laisse un petit peu, voilà, j'ai pas de plan, de truc défini, je me laisse un petit peu porter par ce qui vient, et ce qui vient souvent est juste pour moi. Mm. Quand j'ai cherché à me reformer un petit peu, être plus spécifique dans la psychologie, voilà, je me suis intéressée à différentes formation en psychologie et finalement j'ai rencontré la Gestalt et bien sûr j'avais toujours le doute en me disant est-ce que c'est sur ça que je veux faire, est-ce que je veux faire autre chose, est-ce que je veux un truc plus usuel. Je suis pas du tout usuelle donc je me disais peut-être qu'une fois un truc usuel serait bien et quand j'ai fait le premier week-end en Gestalt je me suis dit non je suis vraiment à la bonne place quoi. C'était là que je devais aller. Mais en même temps, j'ai écouté quand même mon instinct, et je me suis quand même laissée porter par mon instinct et par ce que je ressentais. Mais bah, le premier week-end m'a validé dans mon ressenti. Et ça m'a apaisé dans mes craintes de me dire, ouais, est-ce que c'est vraiment ça et tout. Donc là, ça a été un grand déclencheur où pour moi, j'avais une vision de la psychologie où je voyais quelque chose un peu d'austère, où la personne est là, elle t'écoute. Mais enfin, moi, c'est ce que j'avais vécu quand j'avais fait ma première psychologie, ma première thérapie. Et j'avais trouvé ça pas très... voilà, j'avais assez vite arrêté d'ailleurs parce que je trouvais ça pas très nourrissant. Et là, en Gestalt, je me suis dit, ah ben voilà,
Moi, je me suis toujours dit que je faisais de la psychologie humaniste et la Gestalt, c'est vraiment ça. De la psychologie humaniste, c'est vraiment la relation avec la personne qui est mise en avant et je me suis dit, waouh, je suis vraiment à la bonne place. Et c'est pour ça que je me dis chaque fois, c'est juste d'écouter mes instincts et d'être en connexion avec ce que je peux ressentir. Ouais. Donc, je fais la même chose pour les thérapies. De temps en temps, quand je ressens un besoin, ben voilà, j'écoute. Et puis, la vie me propose souvent les solutions. C'est juste. Voilà. Quand tu es juste avec toi, quand tu es aligné, tu as les réponses qui viennent sous forme de ce que j'appelle les synchronicités de la vie. Mm. Quelqu'un te parle de quelqu'un, voilà, j'ai un problème d'informatique. Bah, je vais pas chercher dans le bottin une solution, je vais attendre que tout à coup quelqu'un me dise, ah, j'ai vu celui-ci, il est ingénieur. Ah, ben, tiens, passe-moi les coordonnées. Voilà, il y a souvent des choses comme ça et je me dis que la vie, elle te propose les solutions aussi. Elle te propose les possibilités d'évolution, mais elle te propose les solutions à trouver des ressources. Ouais, très juste. Et si tu avais un seul conseil, une seule piste à donner à une personne hypersensible qui t'écoute aujourd'hui, qui écoute aujourd'hui cette interview, ce serait laquelle? Eh ben, ce serait vraiment de pouvoir remettre de la bienveillance avec elle-même, d'éviter de se juger, d'être dans trop ou dans pas adapté à ce monde Mm. et d'accepter d'être qui elle est parce que c'est, selon moi, créer un autre monde, c'est s'accepter comme on est. Quand Mm. on se sent plus en adéquation avec le monde actuel, eh ben, c'est de se dire, ben, déjà, moi, je vais vivre qui je suis et comme ça va aider à créer un nouveau monde. Mm. Exact. Et ça rejoint ce que tu disais, je trouve, tout à l'heure sur les synchronicités, c'est que quand on commence à s'accepter tel qu'on est, quand on voit finalement, comme tu disais aussi au début de cette interview, ce don derrière cette hypersensibilité, eh ben, il y a tout à coup tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Oui, effectivement. Puis j'aurais tendance à dire, pour moi, créer un nouveau monde, c'est aussi pouvoir créer le monde dans lequel on aimerait vivre, tu vois. L'hypersensible a envie de vivre dans un monde où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, où tout le monde va bien, tout le monde s'entend bien. Bah, si on s'autorise franchement à être qui on est, bah, c'est comme si on pouvait mettre une des pierres à l'édifice de créer ce monde. Ouais. Tandis que si on s'adapte tout le temps aux autres, ben, en fait, on ne met pas cette pierre à l'édifice. On construit leur monde à eux. Mhm. Et on arrive gentiment à la fin de cette interview. Euh, Comment on fait pour travailler avec toi, Virginie, pour les personnes qui t'ont écouté, qui se disent, mais ça, c'est moi, je me reconnais dans cette hypersensibilité. J'aimerais découvrir ce que propose Virginie, j'aimerais aussi être plus à l'écoute de mon corps. Comment on fait? Bah, il suffit de me contacter. Donc, j'ai un site internet aussi, s'ils veulent aller prendre plus d'informations. www.virginiepache, C-H-E, pas S, C-H, C-H-E.ch. Euh, sinon, mon numéro de téléphone, le 079 248 17 00. Voilà, où vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous. J'ai aussi en lien sur le site directement une plateforme pour prendre les rendez-vous au cas où si c'est plus simple pour les gens. Et puis après, ben, il y a une première séance un petit peu de prise de contact où ils peuvent venir discuter avec moi et voir s'ils se sentent confortables ou pas, et puis de pouvoir entamer dans la pratique de leur choix. Avec la MLC, on va avoir une séance bientôt le 7 septembre 2025 où j'aurai un stand, pas que pour la MLC, mais où je propose de faire découvrir la MLC. Et vous pouvez venir me rencontrer aussi sur le stand de Vous le valez bien le 7 septembre au Dojo à Saxon. Et autre. Là, vous avez un contact direct. Ok, on mettra toutes ces informations. Et où est-ce qu'on peut te trouver, hein? Où est-ce que tu es géographiquement ou localement pour les personnes Je qui sont... reçois à Martigny,
en centre-ville, la rue du Grand Verger, 12. Euh, ce qui est Gestalt et MLC, ça peut se vivre aussi à travers le web, Mhm. si jamais vous êtes plus loin. La ventrologie, c'est plus compliqué parce qu'il y a un moment où je dois travailler sur le corps et là, il faudra quand même du présentiel, mais vraiment la Gestalt et la MLC est possible de faire à distance. Mhm. Donc, peu importe où on est, finalement, c'est possible. Intéressant. Merci à Virginie. Un petit mot de la fin hein, pour conclure cette interview. Si tu avais un mot, une image pour terminer pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, c'est quoi que tu as envie de laisser à la fin de cette interview? Et ben moi, j'ai envie de partager. Alors, il y a plein de papillons derrière moi parce que c'est aussi une sorte d'effigie chez moi, le papillon. C'est vraiment sortir de la chrysalide. Mm. C'est vraiment ce message-là que j'aurais envie de transmettre aux gens, c'est de pouvoir sortir d'une forme de chrysalide qu'ils ont dans leur vie, qui les sclérose dans quelque chose qui n'est pas forcément eux, pour pouvoir vraiment vous envoler vers qui vous êtes. Mm. Magnifique, magnifique image. Merci beaucoup Virginie pour ce moment avec toi. Je rappelle aux personnes qu'il y aura toutes les infos sous la vidéo pour te retrouver, pour te contacter et je te souhaite le meilleur dans ta pratique. Merci à toi, Christa, de ta bienveillance et de ta douceur. J'ai toujours du plaisir à partager avec toi. Merci.